Martin, notre collègue, qui est maître de conférence à l'université, alors je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, dans le temps c'était Paris, donc en clair la Sorbonne, et qui s'est pris de passion après avoir fait beaucoup de travaux sur la diplomatie, en particulier en Méditerranée, des choses, alors là aussi très très ouvertes. Hein. Là c'est le fonds Nugues à Romans, mais au-delà de Romans, Rosalie Julien, etc. Elle va nous parler de ça, et alors avec le titre ni tout à fait le même ni tout à fait une autre, les Nugues et les Juliens de la Drôme, comment une famille gigogne est devenue un clan politique. Alors moi qui ai lu la correspondance de Rosalie, je vois sans arrêt Saint-Cyr Nugues. Alors après il y a plusieurs Nugues, bon je vous passe, mais savoir qu'il y a à Romans, et vous avez vu la photo du catalogue des Nugues, qu'il y a tant de choses, eh bien je pense que Virginie Martin n'a pas fini de travailler. Je lui donne la parole. Ouais, un grand merci d'abord, hein, et tout d'abord à Nicolas, hein, qui n'a vraiment pas ménagé sa peine pour nous réunir dans le cadre de ce beau colloque. Donc vraiment, merci infiniment. Merci aussi à toute l'équipe des archives départementales pour leur accueil formidable et pour toutes les pistes qu'elles ont ouvertes. Départementales et communautaires, pour toutes les pistes ouvertes à l'instant. Alors, disons-le d'emblée, à l'exception de... Bon, je ne sais pas si on va pouvoir le dire. À l'exception de leur ancrage commun dans la Drôme, rien ne permet a priori de lier les Nugues et les Juliens. Ces deux familles n'ont en effet aucun lien de parenté au sens strict. Elles n'ont pas eu non plus le même poids politique. Avec les Juliens, et on l'a bien compris depuis ces 2 jours, on a très clairement affaire à des poids lourds en termes politiques, qui sont désormais bien connus. Julien de la Drôme, c'est l'une des figures de proue de la Convention montagnarde, et Rosalie, c'est très certainement l'une des plus belles plumes de la Révolution, enfin en tout cas plume féminine. Quant à leurs 2 fils, c'est évidemment l'aîné, pas celui qui nage dans la Seine, qui a retenu l'attention des historiens pour avoir été successivement l'ombre de Robespierre, un pilier du néo-jacobinisme et enfin un des pionniers des sciences de l'éducation. Rien à voir donc avec la famille Nugues, cette obscure famille de négociants, composée de 9 enfants quant à elle, issus du couple formé par Claude-Étienne Nugues et Charlotte Enfantin. La postérité des Nugues, ça a été dit par Julien Mathieu, elle tient exclusivement à la brillante carrière militaire qu'accomplit dans les pas du général Suchet sous l'Empire le Saint-Cyr Nugues, c'est-à-dire leur 3e fils, après avoir traversé toute la Révolution dans l'ombre de Marc-Antoine. Ce qui fait que dans les très nombreuses biographies et travaux consacrés à Marc-Antoine Julien et à Rosalie, les Nugues n'apparaissent jamais qu'en note de bas de page. Au mieux comme des amis, en tout cas jamais comme des parents. Et pourtant, c'est comme tel que les Nugues et les Juliens se sont pensés et écrits tout au long de la Révolution. Lorsque Saint-Cyr écrit à sa mère qu'il n'a pas, je cite, d'amis meilleurs que ceux que la nature lui a donnés dans sa famille, il s'empresse d'ajouter « Ici, je comprends la famille Julien dans la nôtre ». Car c'est en effet, pour le citer encore, dans cette vertueuse famille qui se confond avec la sienne, qu'il a fait la Révolution. Les Nugues et les Juliens forment ainsi sous sa plume une famille emboîtée, imbriquée, intriquée l'une dans l'autre, une famille gigogne en somme, et donc, ou en tout cas, à géométrie variable. Et c'est donc ce lien qui les unit qui va m'intéresser ici, et pour ausculter la mesure et la teneur de ce lien plastique, qui est à la fois un lien extensif et inclusif, j'ai donc croisé 2 types de fonds, les 2 fonds privés de la famille, c'est-à-dire le fonds Julien qui est conservé aux Archives nationales, avec notamment les lettres de Rosalie qu'a publié Annie en 2016, et le fonds donc dont il a été question à l'instant, donc dont je ne dirai rien, le fonds Bon Nugues, dont je n'ai exploité qu'une petite partie encore, hein, c'est-à-dire les 3 dossiers épistolaires principaux qui étaient les plus importants pour la période révolutionnaire, celui du père, Claude-Étienne, du fils aîné, Claude Pierre, et du 3e fils, c'est-à-dire Saint-Cyr. L'intérêt de croiser ces 2 corpus épistolaires, qui est quand même un corpus très important, hein, de près de 2000 lettres, c'est que ça permet en fait d'étudier des configurations familiales élargies. C'est-à-dire en tenant compte d'extensions collatérales et connexes qui sont aujourd'hui au cœur des problématiques renouvelées de la démographie historique et qui, dans le cas des Nugues, sont absolument essentielles pour comprendre comment ces 2 familles en sont venues en fait à former, sinon un clan, du moins une seule et même famille politique sous la Révolution. Et tout l'enjeu ici, ce sera donc d'essayer de comprendre comment
elles se sont constituées comme telles, à partir donc de la jeunesse d'abord, de leur fonctionnement ensuite, et évidemment de la cohésion de ce lien à l'épreuve du temps révolutionnaire. Alors, ce qui les lie au départ, évidemment, c'est ça, c'est-à-dire à un milieu commun, celui des marchands de Romans-sur-Isère et de Bourg-du-Péage, dont chacune des deux familles est issue, et qui se singularise, comme Boris l'a très bien montré dans sa thèse, par une très forte endogamie sociale. En effet, les parents de Claude Étienne ne sont pas originaires de Romans, mais c'est là qu'ils s'installent en raison des atouts commerciaux de la ville, qui tiennent à plein de choses, mais bon, qui tiennent essentiellement à son rôle, effectivement, à sa place de carrefour. Et de fait, le négoce de draps de la famille se porte mieux que bien, puisqu'ils parviennent, en 1760, à investir dans la terre, c'est-à-dire dans le domaine de Curson, dont vous avez ici le plan, et à se lancer ainsi dans un secteur qui est en train de décaler, c'est-à-dire la sériciculture. Mais également, 4 ans plus tard, et c'est lié, second indice de réussite, ils parviennent également à marier leur fils, Claude Étienne, leur aîné, donc en 1764, avec la fille de celui que vous voyez ici, c'est-à-dire l'un des marchands et filateurs de soie les plus importants de la ville, Pierre Enfantin. Pierre Enfantin est lui-même issu d'une fille de marchand de Saint-Paul-les-Romans. Il est marié à Françoise Bon, elle-même fille de marchand de romans. Et tous deux gravitent en fait dans le même cercle d'interconnaissance que les Nugues et les Juliens, c'est-à-dire ce cercle marchand, au point d'être d'ailleurs choisis en 1751 comme parrain et marraine du 7e des 14 enfants des parents de Julien, dont seulement en réalité 5 survivent en 1789. Il faut souligner que les parents Julien sont eux-mêmes d'une famille marchande. Le père, certes, a été chirurgien barbier, mais c'est comme marchand ou négociant qu'il signe les registres de baptême, et la mère elle-même est d'une famille de marchands. C'est en revanche toujours la qualité de négociant en gros que Claude Étienne revendique, ce que son alliance avec les Enfantins lui permet. Car outre la dot pharaonique qu'il reçoit de ce mariage, 7000 livres, son négoce profite aussi du décollage de la soierie, du fait de l'essor d'une mécanisation dont l'usine de Pierre Enfantin à Alixan est l'une des premières à bénéficier. Et cette réussite commerciale, elle va se matérialiser en réalité dans ça, c'est-à-dire un hôtel que vous connaissez bien, cette magnifique demeure Renaissance en plein cœur de Romans, rue de l'Armirie, qu'il rachète Claude Étienne en 1785 à Joseph Michel Antoine Servant, ex-avocat général du Parlement de Grenoble, mais aussi philosophe, pédagogue, commentateur de Rousseau et mentor de Julien. C'est en effet sous l'aile de Servant et d'un autre de ses compatriotes dauphinois, l'abbé de Mably, que Julien monte à Paris en 1762 à l'âge de 18 ans pour tenter de percer comme homme de lettres dans la capitale. Ce qui passe évidemment par la case obligée des salons, en l'occurrence celui de la duchesse de Danville, qu'il intègre en qualité de précepteur. Donc, ce qui distingue fondamentalement Nugues et Julien, les deux pères, c'est ce rapport à leur milieu d'origine où l'un parvient à s'élever et dont l'autre, Julien, lui, échoue à s'extirper. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, c'est son mariage avec une Parisienne qui va le ramener à Romans. Pourquoi ? Parce que ce mariage a en fait tout d'une mésalliance. Pas seulement parce qu'il est scellé presque 2 ans après la naissance de leur premier enfant, Marc-Antoine, pas seulement parce que ce bâtard a été conçu à peine 6 mois après que les Juliens aient perdu leur premier enfant, que Julien ait perdu son premier enfant légitime en même temps que sa première épouse, qui était par ailleurs bien connue des parents de Rosalie, mais parce que le problème, c'est que les parents de Rosalie n'ont absolument rien des notables mineurs décrits par Lindsay Parker. Sa mère, Antoinette Jacquin, est issue d'une famille de gros laboureurs parisiens. Quant à son père, Philippe du Crollet, il est certes marchand mercier à Pontoise, mais il appartient en fait à l'une des plus éminentes dynasties du commerce du luxe parisien, puisque ses frères Jean et Jean-Charles comptent parmi les plus grands orfèvres de la capitale, et leur atelier, place Vendôme, parmi les plus réputés. Raison pour laquelle la liaison de leur fille, Rosalie, avec cet obscur précepteur fait tâche. Et elle fait tâche surtout en comparaison du très beau mariage qu'ils avaient réussi à faire en 1770 à la sœur, Charlotte, avec un noble du Puget qui deviendra lieutenant du roi à la Bastille. Ce que ça veut dire, c'est que dans ces années 70, pour pouvoir se marier et pour pouvoir s'établir, ils ne peuvent pas compter sur une dot quelconque de la part des Ducrollet. Et de fait, il va leur falloir en réalité 10 ans, attendre 10 ans, avant de pouvoir récupérer une partie de l'héritage de l'oncle bijoutier en question, qu'elle va récupérer, Rosalie, en 1786, et qui va apporter
outre une maison à Mantes-sur-Seine qui va apporter au couple la bagatelle de 70 000 livres de rente. Ce qui fait qu'à la veille de la Révolution, les Nugues sont certes de solides négociants, mais les Juliens sont devenus d'heureux rentiers. Sauf qu'en attendant, il a fallu revenir à Romans. Il a fallu revenir s'installer en 1777 sur les terres familiales, dont Julien hérite de la part de son père l'année précédente, c'est-à-dire en 1776, et dont il va s'employer pendant 8 ans à augmenter à la fois la surface et la rentabilité, en se lançant lui aussi dans un domaine que connaissent bien les Nugues, c'est-à-dire l'élevage des vers à soie. Or, c'est cette rupture matricielle avec sa famille qui explique que Rosalie se soit empressée à Romans de s'en fabriquer une seconde, en la personne de ses belles-sœurs, Virginie et Claire, mais aussi des Nugues, ou plus exactement de leurs enfants. Car quand on regarde bien, en réalité, les types de liens qu'ils entretiennent à Romans, c'est certes des liens d'amitié privilégiés au sens où ce sont ceux qu'ils voient le plus, mais cette amitié, elle n'en est pas moins très clairement asymétrique, au sens où leur commerce spirituel apparaît quand même très limité, et en réalité, le rapport qu'ils entretiennent au commerce tout court est extrêmement différent. C'est ce que révèle... Pourquoi il est différent ? Parce que Julien, en fait, n'y voit qu'un simple moyen de gagner sa vie faute de mieux. Donc, en gros, c'est un gage d'indépendance. Alors que pour les Nugues, le commerce, c'est un levier de profit, donc c'est un levier de distinction. Et ce qui montre cette divergence-là dans le rapport au commerce, c'est leur dispute au sujet du dossier sensible de l'hôtel servant. Cet hôtel particulier dont Nugues a fait en fait la vitrine de son ascension sociale et dans lequel les Juliens ne voient quant à eux qu'un palais doré dont ils sont pleins, pour citer Rosalie, c'est même à leurs yeux un simple caprice sanctuaire. Ce qui les lie donc, ce ne sont pas des relations d'affaires, ce ne sont presque pas des liaisons d'affinité. Ce qui unit les deux couples, c'est l'affection profonde et réciproque qu'ils vouent à leurs enfants respectifs. Des enfants qu'ils ont en fait déjà en partage. Et ce partage, il se matérialise par 3 choses. 1. Par des liens de parenté spirituelle. Puisque dès 1779, c'est Claude Étienne que les Juliens prennent pour parrain de leur cadet, Auguste, tandis que c'est le couple Julien que les Nugues donnent pour parrain et marraine de leur 4e fils, Camille. 2. Ça se matérialise aussi par des pratiques informelles de forestage, dans la mesure où ils font en sorte de prendre régulièrement et réciproquement leurs enfants sous leur toit. Ce qui permet aux Juliens d'offrir à leurs fils en fait des compagnons d'études, et ce qui permet aux Nugues d'offrir en fait à leurs enfants des maîtres ès pédagogie. Même si cette pédagogie Julien, elle vise moins en fait à reproduire des élites qu'à forger des citoyens dans ce même moule moral qui a accouché de la génération des enfants de l'Émile. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ça s'est traduit également par des pratiques, par le rôle de tuteur qui est confié à Julien, alors de façon informelle, qui est confié par les Nugues aux Juliens à partir de leur retour à Paris en 1785 pour accompagner la scolarité de leur fils au Collège de Navarre. Collège de Navarre qu'ils intègrent les uns après les autres, vous avez ici les dates, et ce tutorat, les Juliens vont en fait l'exercer conjointement avec les frères l'un des frères de Julien, c'est-à-dire Bernard, qui enseigne à Navarre, mais également avec les 4 frères de Charlotte Enfantin, dont vous voyez ici également les noms. Et ce qui est très important, en fait, ici, c'est que ces oncles célibataires endossent, en fait, au même titre que les Juliens, ce rôle de parents pivots, bien étudié par Marion Trévisy, avec entre eux, en fait, une très claire répartition des tâches. Bernard veille sur leur progrès scolaire, les Enfantins sur leurs besoins matériels et les Juliens sur leur éducation morale. Or, comme ils ne voient plus trop leurs parents, comme ils ne rentrent jamais à Romans, comme ils ne voient plus en réalité que les Juliens et que leurs oncles, eh bien, de fait, les Nugues vont en fait trouver dans cette parenté bis un peu plus qu'une simple béquille. C'est en fait, pour eux, une famille de substitution. Et cette famille de substitution, on comprend du coup pourquoi elle a eu une influence si forte en réalité sur ses enfants et sur cette fratrie, parce qu'elle avait en fait le monopole de la proximité physique et affective. C'est donc sous le magistère en fait de Julien et dans une moindre mesure des Enfantins que les 2 fratries en fait en sont venues à converger dans une même communauté, non pas de pairs mais de semblables, c'est-à-dire mus par les mêmes sentiments, les mêmes aspirations et les mêmes exigences morales et déjà politiques. Or, c'est cette communauté qui a donc en fait couvé dans cet incubateur politique qu'a été la famille Julien, qui va servir de socle à la famille qu'ils vont former au cours de la Révolution. Alors, ce qui a permis à cette famille politique de fonctionner sous la Révolution, c'est d'abord une très stricte conformité d'opinion. Comme les Juliens, les Nugues embrassent tour à tour la Révolution, la République et la montagne, et pas qu'un peu.
Cet alignement, il a d'abord été permis par l'engagement commun des deux pères et des deux fils aînés dans les sociétés populaires, à l'échelle nationale pour les Juliens, locale pour les Nugues. En effet, c'est en 1790, en mars, qu'est créé par Claude Pierre, après que Claude Pierre ait fait la Révolution aux côtés des deux Marc-Antoine à Paris, qu'il crée en fait un club patriotique à Romans qui va servir en réalité de base arrière électorale en fait à Marc-Antoine, Julien, mais également dont les Nugues vont pouvoir se servir en réalité comme d'une sorte de relais au sein d'abord du club des Jacobins, puis de la Convention. Nugues se distingue donc de ce point de vue-là par un radicalisme qui tranche radicalement avec la prudence du milieu négociant, dont parlait hier Boris, c'est-à-dire qu'il affiche très clairement un militantisme partisan, jacobin d'abord, puis montagnard, qui va lui poser un certain nombre de problèmes. Il est donc le premier à voter la Constitution de l'an 1, il lit avec volupté le journal de la montagne aux côtés de la tante Virginie, et il préside même en l'an 2 le comité de surveillance local. De son côté, donc ça c'est pour le père, de son côté, l'épouse, Charlotte, se vante rien moins que d'être une patriote enragée, et ce, dès janvier 1792, pour une bonne raison, c'est qu'elle s'est mise résolument à l'école de Rosalie Julien, qui elle-même se qualifie d'idolâtre de la Révolution, et qui ne cesse de lui adresser des sermons épistolaires aux allures vraiment de catéchisme révolutionnaire. En cela, Charlotte épouse donc aussi le parti de ses frères, puisque les quatre oncles adhèrent à la Révolution sans aucun problème. Barthélemy reste banquier, certes, mais il se fend quand même d'un don patriotique de 10 000 livres. Marcel s'essaye de son côté au journalisme politique. Quant aux deux chanoines, l'un, Maurice, prend les armes en 89 et milite dans sa section. L'autre, Louis Saint-Prix, est officier municipal en 91 et maire de Romans en 92. Et les deux renoncent en 93 à l'état ecclésiastique. Il est plus difficile de savoir ce qu'en pensent les trois sœurs, parce qu'elles en parlent peu dans leurs lettres. C'est vrai aussi du plus jeune, Camille, également. Quant au second, Louis, il semble un peu moins versé dans la politique que les deux autres frères, Claude-Étienne et Saint-Cyr, sans doute parce qu'il a été moins sous perfusion des Juliens, dans la mesure où il est revenu plus tôt, en fait, à Romans. En clair, tous œuvrent à leur façon et de concert à la promotion de la Révolution. Tous, enfin... Quand ils ne le font pas, ils prennent le pli familial, tous sauf un, Saint-Cyr. Saint-Cyr, lui, il fait pas la Révolution, il fait des versions. Et il fait des versions pour se donner les moyens de devenir quelque chose, en clair, d'être autre chose que son père, c'est-à-dire autre chose que négociant. Et c'est donc parce qu'il ose, le 9 mai 1790, s'avouer aristocrate comme les autres. C'est-à-dire en fait, comme la majorité des élèves et des professeurs de son collège, qu'il s'expose en fait aux représailles massives de toute sa famille, de sang et de cœur. Plus particulièrement à celle de son frère aîné, dont vous voyez ici à peu près l'acabit, celle de son frère aîné qui estime cet aristocratisme pathologique indigne d'un fils de négociant, et surtout du fils spirituel des Juliens. Les seuls donc à même de pouvoir le convertir à la Révolution fusent de force. Et cette conversion à marche forcée, qui a en fait toutes les allures d'une thérapie de choc, je n'ai pas le temps de lire la citation, mais vous voyez à peu près le genre de moyens dont ils usent, ça confine quand même au harcèlement moral. Eh bien, ce genre de harcèlement, en réalité, s'avère complètement à contre-emploi, puisque ça ne fait en fait que renforcer Saint-Cyr dans son aristocratisme frondeur, au point que le gamin est quand même littéralement excommunié de ces deux familles, où il n'a plus ni voix au chapitre, ni même droit de cité. Alors il se plaint alors que l'esprit de parti a fini par étouffer l'esprit de famille. En fait, c'est qu'il ne veut pas voir que cette famille ne forme déjà plus qu'un même parti politique, qui ne très soudé autour d'une même orthodoxie, qui ne souffre plus aucune dissidence. Et s'il finit finalement par s'y rallier du bout des lèvres, c'est moins pour s'agréger à cette famille partisane que pour éviter un retour au bercail familial, en clair, pour pouvoir en réalité poursuivre ses études aux côtés de Marc-Antoine. Car ce qui explique que Saint-Cyr soit finalement devenu sans transition d'aristocrate repenti un farouche républicain, c'est clairement son amitié fusionnelle et même, disons-le, passionnelle pour Marc-Antoine, mais c'est aussi leur culte inconditionnel pour Rousseau, un culte qui a couvé dans le cocon séminal des Juliens, qui a mûri dans la chrysalide de cette fraternité révolutionnaire et qui très clairement précipite sa mue républicaine. Mais ce qui tend aussi à institutionnaliser cette famille, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire une institution qui fonctionne selon des règles propres. C'est la mobilisation, tant par les parents que par les enfants, d'un lien d'appartenance tout romain ou républicain, c'est le lien d'adoption.
Tous, en effet, se créditent du titre de fils adoptif, père adoptif, mère adoptive, sœur adoptive, etc., etc. Alors, évidemment, ce titre, c'est pas qu'un jeu de plumes, en fait. Il n'a pas de formalisation, certes, au-delà, en réalité, de ce dont ils se baptisent dans leurs lettres. Mais ce titre-là implique quand même l'allégeance à des valeurs et à des principes communs. Et ça suppose aussi le respect d'un certain nombre de règles tacites d'obligations réciproques. Et ces obligations réciproques, elles se matérialisent essentiellement par la question de la protection, la question de l'intercession. Et c'est sur ce point-ci peut-être que ça coince. Ce qui coince, c'est pas tant que le couple Julien favorise toujours un peu plus ses propres enfants plutôt que ceux des Nugues. Ce qui coince, c'est qu'en faisant cela, il déroge en fait au principe même de l'égalité républicaine. Et ça, évidemment, du coup, c'est un problème à partir du moment où il ne cesse en réalité de prêcher ça. La carrière en clair-obscur de Saint-Cyr et de Marc-Antoine en est un excellent exemple. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ils partent tous deux du même point de départ. C'est-à-dire qu'ils ont un titre de sous-commissaire des guerres que leur décroche Julien à la faveur des liens qu'il entretient avec le ministre de la Guerre, c'est-à-dire servant le frère de celui de l'hôtel. Bon, ils partent du même point de départ. Un mois plus tard, Marc-Antoine est bombardé commissaire des guerres alors qu'il n'a ni l'expérience suffisante ni l'âge requis, ce qui est très clairement une dérogation aux lois. Pourquoi ? Parce que Julien était voir le nouveau ministre et a réussi à lui décrocher ça. Saint-Cyr, lui, de son côté, stagne comme sous-commissaire, puis perd le poste, parce que le poste est supprimé. Il continue à l'exercer à titre gracieux parce qu'il espère pouvoir avoir ce titre de commissaire. Moralité, on ne lui accorde pas, en dépit de l'intercession des Juliens qui est molle, au motif qu'il n'a pas l'âge. Ce qui n'empêche pas, en revanche, Marc-Antoine, au même moment, d'être promu agent du comité de salut public dans l'Ouest, sans aucun problème et sans aucune difficulté liée à l'âge. En octobre 93, Rosalie a donc raison de lui dire qu'il est véritablement l'enfant gâté de la République. Ce que n'est pas Saint-Cyr, ou ce qu'il est moins. Car même si elle parvient à le recaser dans les bureaux du comité de salut public, ce qui est un poste honorable, c'est seulement parce que son fils s'est payé le luxe de décliner ce poste-là, parce qu'il avait mieux ailleurs. Or, de ce poste stratégique qu'occupe Saint-Cyr pendant 1 an, il faut aussi souligner que sa propre famille n'en tire absolument rien. Pourquoi ? Parce que Saint-Cyr, lui, se fait une loi de ne jamais avantager ses parents en quoi que ce soit. Ses frères aînés veulent un congé militaire ? Pas possible. Camille veut rentrer à l'école de Mars ? Il n'a pas l'âge. Ses oncles Marcel et Barthélemy sont incarcérés au printemps 94 pour soupçon d'affairisme. Hors de question de plaider en leur faveur pour les faire libérer. Ça veut donc dire que là, il y a quand même des conflits de loyauté qui ont été résolus de la part de Saint-Cyr en faveur des principes de Troyes et au détriment de ses obligations filiales. Or, le problème, c'est que non seulement les Nugues n'y gagnent rien à l'an 2, mais ils finissent même par y perdre. Et pas qu'un peu là encore. Jusque-là, leur négoce n'avait pas souffert de leur engagement politique. Il avait même plutôt bénéficié, il faut le dire, des livraisons de draps pour les armées, puisque au printemps 93, ils avaient réussi à peu près à afficher un chiffre d'affaires 2 fois supérieur à l'année précédente. Bon, c'est en l'an 2 que les caisses se vident. Et les caisses se vident en même temps que le carnet de commandes, ce qui s'explique évidemment par les contraintes de la conjoncture, j'y reviens pas, mais ce qui s'explique aussi par autre chose. C'est que le père, par les fonctions du père au sein du comité de surveillance. Quand vous êtes au comité de surveillance président et que vous devez surveiller le patriotisme financier et économique des négociants locaux, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de la spéculation. Donc, de ce point de vue-là, ils peuvent plus jouer en réalité des stratégies qui ont très bien été décrites par Boris pour réussir en réalité à entretenir la santé financière du négoce et de contourner un certain nombre de contraintes. Autre problème, il ne peut pas se rattraper non plus sur les commandes publiques. Pourquoi ? Parce que la plupart des contrats juteux sont alors confisqués par une poignée de négociants qui sont mieux placés que lui à l'échelle départementale et surtout plus soutenus que lui à l'échelle nationale. Et en particulier une famille que tu connais bien, qui est une famille protégée des Juliens originaires de Romans, les Baudin. Baudin, il accapare les marchés militaires. Quand il est soupçonné d'affairisme, les Juliens interviennent pour le faire sortir. Et troisièmement, il a réussi également à réchapper à la réquisition. Nugues, de son côté, lui, il a 2 beaux-frères en prison et il a 2 fils au front qui sont partis de surcroît volontairement. En 91 pour l'aîné, en 92 pour le second. Donc ce favoritisme-là, il passe mal.
Et il passe d'autant plus mal que Nug ne peut pas compter non plus sur la ressource d'alliance matrimoniale pour essayer de rattraper la santé financière du négoce. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il fait du célibat de ses filles un véritable acte de patriotisme. À l'époque où se multiplient ce qu'il appelle les mariages aristocrates, c'est-à-dire ces mariages qui sont uniquement dictés en réalité par la volonté de se soustraire à la réquisition. C'est donc en réalité... Alors, ce que ça montre quand même, c'est que la double casquette de négociant et montagnard est quand même un peu plus délicate à porter que celle de députés rentiers distribuant les grâces du haut de la montagne de la Convention. C'est donc dès l'an 2 en réalité que la cohésion familiale, qui se voulait jusqu'alors insécable comme la République, commence à se fissurer. Et pourtant, paradoxalement, l'an 3 tient bon. Au lendemain du coup d'État du 9 Thermidor, qui renvoie Marc-Antoine en prison et Saint-Cyr à la maison, cette cohésion tient bon. Et elle tient bon pour une raison très simple, c'est qu'elle est désormais indexée sur un contrat tacite, le renoncement politique. Le renoncement à toute forme d'action politique au profit d'un repli commun sur leurs affaires domestiques, c'est-à-dire sur leurs sphères domestiques respectives. Alors ça va se traduire de deux manières différentes. Sous le Directoire, les Juliens qui se disent morts aux affaires du monde se replient dans leur dieu pénate où ils tentent en réalité d'arrimer en vain Marc-Antoine qui lui est à peu près le seul à ne pas vouloir abdiquer le combat politique. Pour les Nucs, ce repli domestique qui implique donc de redonner vie à leurs affaires va se solder par un rapprochement de plus en plus étroit avec les oncles, c'est-à-dire la famille Enfantin. Pour se refaire, ils peuvent en effet capitaliser sur les liaisons avantageuses tissées par les frères Enfantin dans la capitale à la faveur du décollage en 1796 de leur établissement bancaire qui est installé rue Coqueyron, c'est-à-dire dans l'artère névralgique de la finance parisienne. Or, les Enfantins ont d'autant plus les faveurs du pouvoir qu'ils en sont en fait les principaux bailleurs de fonds puisqu'ils sont en même temps les premiers actionnaires des... banques publiques qui sont créées sous le Directoire. Et c'est donc finalement cette réussite insolente qui fait que les Nugs vont trouver en eux finalement les remplaçants des Juliens dans le rôle d'intercesseurs. Et même en réalité des remplaçants à leur détriment. La preuve, c'est que quand, au printemps 96, Charlotte Nug pose ses valises pendant 5 mois à Paris chez ses frères, c'est très clairement pour y placer ses fils et permettre ainsi aux deux familles de, je cite, prendre un état commun. Ce qu'elle obtient pour deux de ses fils, ce qu'elle n'obtient pas pour le troisième, qui refuse de prendre cet emploi chez ses oncles parce que cela aurait signifié renier son passif terroriste et surtout, ce qui pose beaucoup plus de problèmes, rompre avec les Juliens. De leur côté, les Juliens supportent d'autant plus mal ces nouveaux riches que leur fortune s'est élevée sur le cadavre de la République jacobine, tandis que leur fortune à eux s'envole dans les limbes de la crise financière et surtout de la banqueroute des 2/3. Leur retraite sous le Directoire, elle n'est donc pas que le fait d'une disgrâce ou d'une démission politique, elle est aussi le fait, très clairement, d'un déclassement social. Et ce déclassement, ils vont en sortir à coups d'expédients, et notamment en casant leur premier fils, Auguste, dans une entreprise de fourniture militaire, et en acceptant d'endosser la lettre de change que leur envoie Marc-Antoine depuis Naples en 1799, qu'ils font mine de considérer comme le fruit de son travail et de son économie, alors qu'ils l'endossent quelques jours après que Marc-Antoine ait quand même été condamné pour prévarication. Argent sale qu'ils s'empressent de placer chez qui ? Les Baudins. En clair, en 1800, lorsque Marc-Antoine rentre lesté de nouvelles chaînes, c'est-à-dire d'un nouveau mandat d'arrestation, Saint-Cyr, lui, rentre criblé de dettes et n'a d'autre choix que de se rabibocher avec ses oncles, qui est devenu très clairement le nouveau centre de gravité de la famille. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qui achève, si vous voulez, d'éloigner les deux familles. C'est un renversement radical, en réalité, des liens qu'ils avaient et qui sont quasiment complètement rompus, notamment du point de vue du commerce épistolaire qu'ils entretenaient. Ils ne se donnent plus de nouvelles que par l'intermédiaire, en réalité, de la tante qu'ils avaient à Romans, c'est-à-dire la tante Virginie. Mais ce qui achève vraiment d'éloigner les deux familles, c'est deux événements tragiques. Le premier, c'est la mort de leur fils aîné en Égypte. La mort de leur fils aîné en Égypte, dont les fils Juliens, eux, sont revenus sains et saufs. Le deuxième, c'est la faillite retentissante de la banque Enfantin en 1802. Alors une faillite sur laquelle il y aurait beaucoup à dire et je peux pas en parler, mais c'est une faillite qui frappe en cascade tous les négociants, enfin beaucoup de négociants banquiers du Directoire qui avaient bâti leur fortune sur les fournitures militaires et surtout sur les biens nationaux des pays conquis, en l'occurrence pour les Enfantins sur les rescriptions bataves, alors que les Baudins c'est plutôt sur les fournitures militaires en Italie. Or, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que cette faillite-là, elle frappe donc les Enfantins.
elle ne frappe pas les Baudins, qui s'en sortent très très bien, ce qui permet donc aux Juliens de pouvoir préserver les fonds qu'ils y avaient placés, ce qui n'est pas le cas des Nugues. Car cette faillite, elle a des répercussions à 3 titres sur les Nugues. 1, parce que toutes leurs affaires commerciales étaient indexées sur la santé financière des enfantins, ce qui contraint donc le père à devoir reprendre un commerce de vin. 2, parce que ça hypothèque l'avenir de leurs fils, 2 d'entre eux y étant placés, ce qui contraint d'ailleurs le 3e à devoir embrasser une carrière militaire pour laquelle il n'a jamais eu aucune appétence. Et 3, et c'est peut-être le plus important, et je terminerai là-dessus, parce qu'en ruinant le capital financier et social des Nugues, cette faillite ruine leur chance de marier leurs enfants. Et ça, c'est essentiel, parce que finalement, chez les Nugues, il n'y en a qu'un seul des 9 qui s'est marié, Louis, et encore, faut-il souligner que c'est très tardivement, en 1817, en dehors du cercle local, puisqu'il épouse en réalité une genevoise, Caroline Quesnay, qui est d'une famille protestante. Et ce, parce qu'en réalité, ils sont, je dirais, grillés sur le marché matrimonial local, comme le prouve notamment le fait que pendant 3 ans, il va essayer en vain d'épouser une fille Charles, qui est pourtant une fille de famille négociante, avec lesquelles ils s'entendent bien. À l'inverse, c'est la grande réussite de Rosalie que d'avoir réussi en 1801 à marier son fils aîné avec la fille d'un ex-conventionnel demeuré leur intime, Sophie Nioche. Alors, il y a quand même une chose, en conclusion, que je voudrais dire. C'est que ce célibat des Nugues, c'est peut-être quand même aussi un effet du désordre des liens familiaux permis par la Révolution. Un seul exemple. En 95, Saint-Cyr rapporte que ses 2 jeunes sœurs s'inquiètent du sort de Marc-Antoine, qu'elles appellent soit leur bon frère, logique, soit leur petit papa. 1 an plus tard, leur mère, Rosalie, montre un portrait de Marc-Antoine. Et elles y reconnaissent qui ? Leur oncle. Ça pose un peu problème, cette confusion-là, parce que finalement, peut-être que ce que la Révolution a fait, c'est pas tant en réalité des rapports d'égalité qu'elle a induits dans la famille, c'est finalement des problèmes de rapport d'équivalence des liens, qui ont pu alimenter quand même certaines formes, soit peut-être d'empêchement, dont le célibat serait la traduction, soit au contraire de liberté, sous la forme de toutes ces liaisons dangereuses qu'alimentent notamment Saint-Cyr et Marc-Antoine en Italie, ce qui s'est soldé pour le premier par une collection de relations avortées et pour le second par un mariage indigne et une filiation mort-née. En tout cas, ce bonheur domestique avec lequel renoue Marc-Antoine à la fin de sa vie et auquel Saint-Cyr, lui, ne pourra jamais, estime qu'il ne peut déjà pas aspirer, ce bonheur domestique-là, c'est celui qui, en réalité, a été amputé, dont la famille Nugues a été amputée au crépuscule de la République. Que reste-t-il, en effet, à cette famille qui, d'après Saint-Cyr, n'a jamais été heureuse qu'en espérance? Espérance d'ascension, espérance d'égalité. Des débris de fortune, un domaine en ruine, une maisonnée de célibataires sans état. En 1805, ce sont donc aussi ses espoirs de devenir un jour époux et père que Saint-Cyr enterre en même temps que sa mère et la République. Époux, il le sera jamais. Père, il le sera en quelque sorte par procuration ou en substitution d'un de ses neveux, Prosper Enfantin. À la mort de Saint-Cyr en 42, Prosper est alors le chantre du saint-simonisme en France. Et il ne revendique en réalité qu'une seule part d'héritage de cet oncle aux allures de père, c'est son patronage spirituel. Ce qui est intéressant parce que ça veut peut-être dire que du fétichisme rousseauiste des Juliens jusqu'à la mystique saint-simonienne, Saint-Cyr pourrait bien être en réalité le fil ténu d'une filiation invisible que seule la reconstitution des généalogies, des généalogies familiales permet de saisir, à la condition évidemment de tenir compte des recompositions permises par la Révolution. Car ce que la saga finalement des Nugues, Julien Enfantin révèle, c'est que ces familles gigognes ont beau avoir été très clairement détricotées au début du 19e au profit de la Restauration et du triomphe d'un ordre bourgeois, certains de leurs liens et surtout certains de leurs legs subversifs n'en ont pas moins survécu jusqu'au milieu du 19e siècle.